Yeah, bienvenue sur Au Coin du Feu. Turn up 94.00 pour une émission Street Zer en compagnie de Rapaz Cooking Édition 3. Qu'est-ce qu'il y a? Je sature dans le micro à balle. Est-ce que vous êtes là, Toulouse Campus FM? On est là. Et aujourd'hui, on a le privilège exceptionnel d'être mixé par notre ingé son Luc, qui vient d'habitude sur Drive by Pablo, qui est aussi un beatmaker et qui a fait la dernière émission en compagnie de son collègue Tino, c'est ça? Salut, ouais, c'est exact. Et donc, du coup, toi, ton pseudo, c'est D-Lo, si je m'abuse pas. Ouais. Eh ben, je m'abuse pas. Mais Rapaz nous a balancé déjà une petite drum que vous pouvez entendre en fond comme ça pour driller à balle. Turn up. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire déjà là-dessus, hein, puisqu'on arrive avec du contenu en balle? Ok mon gars. Bah c'est simple, hein. Aujourd'hui on est là, on a bossé avec des petites meufs que je voudrais déjà shout out alors qu'elles sont pas encore dans le milieu. Oh. Elles ne vont pas tarder à venir tout péter sur Toulouse. Yes. Alors je voudrais un maximum de turn up. Pour Slex, le nouveau groupe de Toulouse féminin qui va casser les culs. Qui a cassé A.K.A. les culs. Lizzy, A.K.A. Aska, A.K.A. Green. Avec Rapace, on va balancer ce genre de sauce juteuse. Turn up. Bref, peu importe. Aujourd'hui, on va faire une émission un peu comme d'habitude lorsqu'on fait du Rapaz Cooking, c'est-à-dire que c'est un peu le bordel, on écoute un peu de mix. Moi, pour ma part, j'ai prévu cette fois de pas vous parler nécessairement de Lofi, mais de Synthwave et de French Touch, d'où le petit raté où on a entendu un peu de Justice en début d'émission. Eh bien, figurez-vous que ça vient de moi. Oui, je l'assume totalement. À l'antenne, on dit qu'on fait des erreurs parce que c'est au coin du feu et qu'on est tranquille en train de flex comme ça. Et bien évidemment, entre les tranches musicales, Rapaz va faire des interventions, il va nous montrer un peu comment est-ce qu'il avance dans une prod. On va aussi parler de beatmakers qui l'ont influencé. Il nous a prévu une petite liste parce que Rapaz fait bien ses devoirs. Bien sûr. Et vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00 Campus FM le mercredi de 19 à 20h, une semaine sur deux. J'ai beaucoup d'infos à donner et c'est aussi disponible maintenant sur YouTube avec des putains de beaux visuels que j'ai fait en mode Hotline Miami. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est démonétisé tout le temps, mais on vous demande quand même pas d'argent parce qu'à côté de ça, on travaille vu qu'on est des vrais grands garçons et pas juste des ados prépubères qui se branlent dans leur chambre en faisant du YouTube, n'est-ce pas? Et quel est le règlement? Ça balance des classes comme ça là. Bref, d'abord je vais m'ouvrir ma bière. Voilà, c'est immersion totale en studio. Et Rapaz, je vais te laisser un peu parler. Et puis tu as Fruity Loops sous les yeux, donc tu peux faire ce que tu veux en même temps que tu nous parles. Exact. Bon bah écoutez, en fait c'est simple. Aujourd'hui on est là pour faire un Rapaz Cooking. Donc je vais faire une prod en direct comme à la première émission, comme à l'ouverture de cette émission. Donc le concept est simple. Moi, je serai dans le subway en train de travailler pendant qu'on passera des mix et qu'on parlera de choses et d'autres. Et voilà, à la fin de la petite émission qu'on va faire, je vais essayer de vous proposer une prod qui essaiera aussi d'être finie au maximum. J'ai du nouveau sur mon PC, je suis enfin sur FL20, je suis plus sur FL10 et j'ai Autotune Pro. Bon, on peut pas récupérer le son des micros, sinon à tout moment on serait parti en top line en pleine radio en live, non? Exact. Bon, bah, peut-être qu'on trouvera un procédé pour la semaine prochaine. Moi, ça me fait penser que comment est-ce qu'on va faire pour envoyer le mix et de faire travailler en même temps? Et je pense qu'en fait, on peut pas. Tu vois, tout ça. Incroyable, mais bien sûr qu'on peut. Ah ouais? C'est vrai, tu peux faire ça? Non. Je pense que non. Je pense qu'on va devoir faire des petites astuces. Je propose que tu envoies le premier morceau du mix qui est donc ouvert dans cette playlist Deezer. Morceau hyper caractéristique de la French Touch qui va après donner la synthwave dans les dernières années, notamment avec le jeu Hotline Miami, j'en parlais tout à l'heure. Waters of Nazareth de Justice, morceau purement électronique avec un son méga fort. Yes, 94.00.
Vous êtes toujours sur Campus FM au coin du feu. Est-ce que vous entendez la démonétisation du podcast vidéo avec toutes ces musiques licenciées que je passe? Pour info, on s'écoute 4h30 de Danger, un artiste que j'ai découvert récemment et que j'affectionne particulièrement, très dans le style French Touch, mais qui date un peu plus de cette vague-là. Allez, on s'écoute ça tout de suite.
Yeah, vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00 Rapaz Cooking, édition spéciale. Rapaz est en train de peaufiner ses mélodies sur le Fruity Loops. Et moi je vais vous parler un petit peu de la raison, ce qui m'a amené à mettre de la French Touch et de la Synthwave alors qu'à la base on a une émission Lo-Fi. Bon déjà c'est pour éviter cette certaine redondance qu'on a. Et effectivement c'est une chose dont j'ai déjà pu parler avec beaucoup de beatmakers. L'électro a une influence qu'elle n'a jamais eue dans le rap et dans le hip-hop et dans tout ce qui touche à ces mouvements connexes. Tout simplement parce que les techniques de création de musique qui nous viennent de l'électro sont hyper faciles à mettre en œuvre. Rajoute à ça un petit peu de sampling et en plus de ça des rythmes. Et en fait tout le monde très facilement peut arriver à faire... Très facilement, bien sûr, j'exagère parce qu'il faut quand même avoir des compétences musicologiques, on va dire, de base, ne serait-ce que savoir ce que c'est qu'un accord ou un rythme. Mais en gros, il y a une accessibilité telle qui fait que si les beatmakers se sont réappropriés les outils de l'électro, eh ben, c'est avant tout grâce à une profusion des différents VST et des différents soundkits qu'on a pu trouver sur Internet. Et Rapaz en est une bonne illustration puisqu'aujourd'hui, il va travailler à partir de VST particuliers et tout à fait en lien avec ce que je dis. Alors, si je fais des pauses dans mon discours, c'est parce que je les vois en train de faire leur branchement entre eux. Ils sont en train de préparer. Je sens qu'on va avoir du son qui va arriver de Fruity Loops sous très peu. Dis-moi, Rapaz, qu'est-ce qu'il en est ? Alors en fait c'est simple. Je viens du coup de commencer une prod comme la dernière fois. On part de rien, on essaie de tout créer depuis le début. Alors la petite drum qu'on entendait au tout début de l'émission, c'est une petite drum que j'ai commencé à faire quand on était en train de lancer l'émission pour avoir un petit signal. Et ben en fait ça m'a ça m'a suffi pour m'inspirer en tout cas. C'est bien. Et donc voilà, en fait je commence à avoir une petite ligne, un délire je pense qu'on peut utiliser, tu vois. Et donc voilà, je pense qu'on pourra dès lors, si jamais notre branchement est bon, écouter mon début de prod et je continuerai à peaufiner et puis voilà quoi, pour arriver à la fin de la... Vas-y, fais-nous écouter ça, on va commenter un petit peu. Ok. Tu nous balances la sauce ? C'est parti. Vous êtes toujours sur Au Coin du Feu. Rapaz. T'es toujours sur Au Coin du Feu. Au Coin du Feu. Lucas à la technique, Rapaz à la prod. Yeah. Turn up dans le studio, gangs. Je sature dans mon micro. Aïe. T'es toujours sur Au Coin du Feu. Putain, c'est intéressant ça, dis-moi. Alors, est-ce que c'est du sample, est-ce que c'est du VST ? Dis-nous tout. Rapaz révèle tout ce soir. Alors, Rapaz va tout révéler ce soir. Alors, effectivement, on est sur un pack de samples pour les drums. Je suis parti d'un pack de samples que j'ai yes. On imagine que tu n'auras pas eu le temps de faire tous les sons avec des VST sur tes drums. Ça aurait été un petit peu chronophage. Voilà, comme la plupart. Voilà, j'ai pris un drum pack que j'aime beaucoup. Yes. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de Serum récemment que je conseille car c'est un synthé qui est vachement orienté électro en ce moment. C'est ce que je ressens en l'écoutant, mais parce que je viens de l'avoir. Mais je sens surtout en fait qu'il y a vraiment certains sons qui sont plus doux, mais qui ont toute la complexité que Serum propose avec tous ces filtres, ces LFO et tout ça, qui permet en fait de faire des sons même s'ils sont doux et qui correspondent plus à la musique un peu d'instru ou quoi que j'aime beaucoup moi par exemple. Tout à l'heure tu me parlais de Easy Dio en off. Exactement, je parlais d'Easy Dio parce que je faisais une prod et en l'écoutant je me disais tiens ça me fait vachement penser à ce que peut faire Easy Dio et tout. Est-ce que c'est la complexité du doux dont tu parles à l'instant ? Est-ce que c'est ça ? Ouais, je pense que c'est ça parce qu'en fait c'est ça. Easy Dio pour moi il arrive à faire des prods qui sont tout en étant sur des mélodies très douces et des fois sur des trucs du coup qui laissent énormément de place. Pour le rap, elles permettent quand même si on les écoutait sans rap à mon avis, de kiffer à fond en fait la complexité qu'il peut y avoir dans ces sons qui sont très mouvants, très vivants en fait. Très organiques, avec beaucoup de dynamique, avec une expression en fait. Là où d'aucuns à l'esprit un petit peu limité pourraient se dire que la douceur nécessite une simplicité minimaliste. Eh bien pas nécessairement, parce que bien évidemment dans la douceur il y a toute l'interprétation qui compte. En tout cas c'est le cas dans les musiques on va dire plus traditionnelles. Si vous avez par exemple un chanteur folk, il va jouer quelque chose de très doux et très simple, mais ça va être dans toutes les subtilités qu'il va mettre dans son jeu, qui va créer une dynamique et créer un son organique. Et je pense qu'on a un peu quelque chose de cet ordre là avec Serum, c'est-à-dire que voilà, derrière ton VST t'as pas juste une bête oscillation, t'as plein de choses qui se passent et que toutes ces choses qui se passent créent de la dynamique
Et est-ce qu'on peut dire que d'une manière générale dans le sound design, plus tu mets de paramètres chaotiques, plus tu vas avoir quelque chose de vivant? En quelque sorte, oui, parce que finalement, c'est bon. Après, voilà quoi. Je trouve que c'est assez représentatif de quelque chose de chaotique. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être aussi autant le néant que autant quelque chose de méga plein de choses. Et pour moi, voilà quoi, un son qui est plein de petites saturations, de petits filtres qui viennent bouger, tout ça, donc quelque chose au final qui correspond à un chaos quoi. Techniquement, c'est vraiment ce genre de truc que moi je peux retrouver dans certains sons. Si vous voulez, je vous fais écouter justement la prod sur laquelle j'étais en train de travailler juste avant d'arriver. Il y a ce côté où on peut essayer de trouver. Voilà, moi c'est plutôt dans voilà, que l'arrivée grâce au filtre de certaines ambiances qu'on peut avoir dans certains synthés. C'est dans ça que je dis qu'il peut y avoir un certain chaos. Voilà, le côté, on sait pas ce qui va se passer, on sent qu'il se passe des choses. C'est entier et en même temps c'est chaotique quoi. Moi ce que je trouve intéressant dans ta démarche, alors tu vas nous faire écouter la prod juste après, c'est que quand tu parles des filtres qui vont créer du mouvement, de la dynamique et de l'organisme, finalement c'est des filtres, des outils qui sont issus du mixage qui prennent une part très artistique. Donc oui. la limite est flouée en fait. Exact, parce qu'en plus moi je parle de filtre, mais là ce que j'utilise concrètement comme étant un filtre, c'est un equalizer, donc un système qui permet d'enlever des fréquences pour en mettre en valeur certaines, ou à l'inverse juste de mettre en valeur certaines fréquences. Dans le cas ça baissera les autres. Et là, pour le coup, je l'utilise parce que le filtre, en fait, c'est ça ce qui fait. S'il y en a qui font du son parmi vous et qui voient le filtre de Ableton, c'est très simple. On dirait un equalizer avec un endroit, un truc qui plonge vers le bas comme ça et qui enlève en fait les fréquences. Et on le place où on veut pour enlever depuis la droite ou depuis la gauche les fréquences graves ou aiguës. Et du coup... c'est un égalisateur très simple en fait. Voilà, en fait c'est un equalizer qui aurait un seul point et qui permettrait d'enlever que les fréquences, ou bien alors à l'inverse comme on le règle, d'enlever les fréquences des deux côtés et de garder qu'une seule tranche quelque part, voilà, et puis de la balader à gauche à droite et puis et donc ce qui nous plaît, quoi. Ça floue encore une fois cette différence traditionnelle qu'il y avait dans l'enregistrement des musiques où tu avais ta prise que tu essayais d'avoir la plus naturelle possible, ou la plus chaude ou la plus vivante. On se rappelle notamment de Jimmy Page qui a fait beaucoup dans les prises d'ampli, qui a expérimenté énormément sur la position des micros, comment est-ce qu'il allait avoir son meilleur grain, son meilleur ton, son meilleur tone, comme ils disent en américain, pour choper le meilleur son. Et après de ça, tu avais un travail complètement a posteriori, complètement de post-production. Aujourd'hui, comme les séquenceurs livrent des solutions tout en un, putain, j'ai l'impression de parler comme un commercial quand je dis ça. Comme ils livrent des solutions avec tout dedans, Cécile Astridzer, c'est pour compenser solution tout en un, tu vois. Comme ils livrent tout en un, bah, du coup, tu peux... tout est parallèle en fait. Exact. En tout cas, moi, ce que je vois de ce côté-là qui est intéressant avec pour revenir au début à Serum, il y a des filtres en fait sur certains qu'on peut régler malgré tout et donc augmenter ou baisser, mais qui sont déjà, quand on appuie sur la touche, en train de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils vont monter et descendre d'un coup ou plus ou moins rapidement, ou bien alors ils vont rester en mouvement tout le long. Donc ça, c'est des filtres que Serum peut déjà avoir sur lui-même. Donc en fait, quand on le lance, il y a voilà, et du coup ça crée une oscillation du son comme ça, des graves vers les aigus ou des fois même à droite à gauche. Mais par-dessus, nous-mêmes, on peut créer du coup, comme je disais tout à l'heure, moi avec l'equalizer, je crée un filtre, ce qui fait qu'en soi, je peux quand même moi-même décider que les fréquences soient complètement filtrées à cet endroit-là, et le LFO derrière continue à jouer son rôle, et donc ça fait un aspect un peu mouvant, un peu automatique comme ça, et qui donne ce côté chaotique, encore une fois, qui donne de la vie au morceau, et c'est ce que j'aime beaucoup dans Serum, parce que effectivement, quand je travaille uniquement, comme du coup au premier coin du feu, avec les VST de FL Studio, on a des côtés plus simples, plus figés, et c'est forcément moins vivant. Voilà. Et oui, et surtout la partie dynamique est à la charge du mixage derrière en fait. Il n'y a rien qui est intégré de base. Si ce n'est sur certains synthés quand même comme Citrus où tu as une synthèse FM, et donc du coup tu vas avoir ce que tu appelais tout à l'heure des LFO. Alors, juste avant qu'on se balance ton son, je sais que ça fait 10 minutes qu'on le tease, je vais préciser quand même ce qu'est un LFO pour les auditeurs non avertis. Un LFO, si vous voulez, ça veut dire Low Frequency Oscillation. Donc en gros, c'est une oscillation dans votre signal qui est trop lente pour qu'elle soit perçue comme un son, là où vous savez que toute forme de son est une oscillation. Eh bien une low frequency oscillation, c'est une oscillation, on va dire, qui a je sais pas comment je pourrais tourner ça, mais en gros qui est visible à l'œil nu, même qui est tellement lente que en gros ça va être un truc qui va faire genre 0 1 0 1. Là où le son, ça va beaucoup plus vite et ça crée un son du fait de cette oscillation. Donc en gros, pour résumer, parce que j'ai rendu très compliqué un truc très simple, un LFO, c'est une oscillation lente que vous superposez à des oscillations rapides qui sont juste vos sons bruts. Et de ces oscillations lentes, vous pouvez régler plusieurs paramètres. Par exemple, la force du filtre peut être mise sur un LFO. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? La hauteur même du son pourrait être mise sur un LFO. Donc en fait, si vous voulez, finalement, le sound design
quand on parle pas de sampling, mais qu'on parle de synthèse, c'est que mettre des oscillations dans des oscillations. Et pour qualifier les oscillations les plus longues, on dit LFO. Voilà, je me suis complètement répandu dans cette explication. Allez checker sur Google si vous savez pas ce que c'est, parce que franchement, au coin du feu, vous êtes totalement inutile. Et balance-nous de la prod, la merde. Rapasbeatmaker.fr. Beatmaker.fr. On est sur une vibe Isidio, comme on disait un peu, mais en beaucoup plus simple. Isidio est quand même un peu plus chaud. Et j'imagine qu'il fait pas ses prods en 2 heures. Donc. Shout out! Alors voilà, on entend toutes ces textures qui bougent un petit peu dans les fonds et tout. Voilà, je trouve que ça illustre assez bien ton propos. Écoute, Luc m'a dit en off qu'il voulait faire peut-être une intervention sur LFO pour avoir une définition un peu plus précise d'un professionnel. Alors voilà, LFO en fait, c'est ce que donc on trouve ce que tu as expliqué tout à l'heure avec l'oscillation et la forme d'onde donc qui est très petite, qui est très basse en fait. Ouais. Et en fait, le LFO, je peux vous citer un instrument qui peut vous donner la puce à l'oreille, c'est le Monarch par exemple. Le Monarch, c'est une basse, et en fait, le LFO va régler le tune de la hauteur. La hauteur, voilà, la hauteur du son. Ok. Quand vous l'augmentez, que vous la descendez en fait. Ok, d'accord, ça marche. Donc le Monarch. Et le Monarch, c'est un instrument physique dont tu parles ou c'est un synthé ? C'est un synthé, un VST. Ok, d'accord. Et c'est un synthé Native Instruments. Native. Ok, Ouais. ça marche. Native qui font d'ailleurs du très bon travail. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont fans de Native. Serum d'ailleurs, ça vient de qui, Rapaz ? Est-ce que tu sais ? Alors, Serum, je me suis pas encore renseigné tout à fait sur quoi. Sur qui, quoi, comment, coup ? Sur qui, quoi, comment, où. Ok. Et du coup, effectivement, non, je sais pas du tout. Ok, ça marche. Bon. Eh ben très bien. Eh ben, est-ce qu'on retournerait pas au mix, notre traditionnel mix, pour continuer à explorer un petit peu comme ça les abîmes de la French Toad et de la Synthwave ? Alors, ce qu'on va faire les boys, parce qu'on est dans une configuration assez particulière, vu qu'on s'est rendu compte au dernier moment qu'on pouvait pas balancer le son des deux endroits à la fois. Rapaz, je te propose que tu rebalances ta prod et on va faire un petit mix habile. Et avec le son, le mix de Synthwave, je sais plus où j'en suis dans la playlist. Après ça, je ferai peut-être une petite intervention pour vous parler aussi de Alice in Wonderland, qui est une productrice très 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 chaud que je kiffe aussi. Tu nous balances la trap sauce et puis on fait ce petit skrr.
Vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00. Est-ce que je suis en train de saturer, Luc? Dis-moi tout de suite. Parce qu'on a eu un appel de shout out to François qui nous a prévenu que le son était parfaitement dégueulasse. Et oui, Au Coin du Feu, c'est toujours un petit peu plus la famille que Drive by Pablo. Donc forcément, ça donne lieu à quelques déboires. Alors, ce qu'on a écouté à l'instant, c'était Perturbator, une icône très forte dans la synthwave française. La synthwave d'ailleurs a un genre qui s'est beaucoup développé en France avec des artistes comme notamment Carpenter Brut, Perturbator comme je l'ai dit, d'autres qui ont une influence un petit peu plus éloignée comme Justice. Ils sont pas à proprement parler dans la synthwave même, mais ils ont eu ce côté French Touch avec des basses très saturées et un style caractéristique. Beaucoup de sampling aussi, c'est en ça que ça rejoint pas mal le Lofi. Et ce que je vous propose d'écouter pendant que Rapaz est en train de peaufiner ses prods et avant qu'on reprenne l'antenne, c'est une productrice qui s'appelle Alice in Wonderland qui a fait un morceau avec Trippie Redd qui s'appelle High, et au niveau du sound design ce morceau est très intéressant. Alors moi je tiens mon micro en même temps parce que c'est la Street Air et je vous balance ça tout de suite sur Au Coin du Feu 94.00, toi-même tu le sais. Et voilà donc High de Alice in Wonderland, un morceau absolument exceptionnel. Alors je vous laisse imaginer un petit peu ma découverte avec ce morceau. Je rentre chez moi à une heure beaucoup trop tardive puisque je travaille le lendemain et mon flow Deezer m'emmène sur des contrées, je dirais, inattendues et complètement nouvelles. Et voilà que ce morceau arrive, un drop prévu, enfin en gros le morceau c'est une montée, un drop tout simplement, dans la tradition de la trappe de club la plus stupide et efficace qui soit, mais il y a une telle complexité dans le sound design que moi ça m'a complètement parlé. J'espère que ça vous a plu vous, et tout de suite
On va s'écouter un autre morceau et ensuite on reprendra l'antenne avec Rapace pour qu'on écoute un petit peu comment est-ce qu'il a avancé. Et là, figurez-vous que j'ai envie de partir sur un classique français, Roller Mobster de Carpenter Brut. Si je dis que c'est un classique, c'est parce qu'il était dans Hotline Miami 2, il me semble, dans l'OST. Peut-être dans le 1, Hotline Miami, je le rappelle, vous êtes toujours sur Au Coin du Feu. On est sur le jeu vidéo qui a fait vraiment démarrer la synthwave en France comme à l'étranger. Jeu qui avait des couleurs criardes, une ambiance glauque au possible et surtout une grosse touche 80s. Donc on s'écoute tout de suite Carpenter Brut, Roller Mobster. Vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00 pour une émission Rapace Cooking. C'est parti. Et on continue dans l'ambiance Hotline Miami avec, j'ai perdu le nom, mais en gros on vient de s'écouter Carpenter Brut et on est toujours dans les gros classiques qui ont été découverts grâce à ce jeu.
Knock Knock de Scattle. Il me semble que celui-là il est dans le premier parce que ça me rappelle beaucoup de Memories à l'instant, comme je vous le disais. Je vous assure qu'on va pas tarder à repasser à la partie rapaz. Il est en train de faire les derniers peaufinements et juste après ce morceau on vous reprend. Ça marche, vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00. Vous pouvez me suivre sur Instagram @costosbleu, vous abonner à la chaîne YouTube et bien évidemment suivre Campus FM sur tous les réseaux. Après cette émission on se retrouvera avec du reggae pour l'émission d'après dont j'ai oublié le nom mais j'irai demander en off très rapidement. Bonne soirée à tous et on vous retrouve d'ici 2-3 minutes. Et c'était donc Knock Knock de Scattle qu'on vient d'écouter, issu de la bande-son de Hotline Miami. Alors, Rapaz, comment ça se passe ces bails là? Dis-moi tout. Tu es en train de te rebrancher, je vois ça. L'immersion est totale chez Campus FM. Incroyable. Alors, oui, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est très simple. Je suis en train de continuer la deuxième partie, essayer d'amener un deuxième synthé avec une deuxième ambiance. Mm-hmm. Du coup, là, je suis encore sur Serum, je continue à surfer le bail. Ok, tu sais que nous avons des contraintes de temps dans cette émission. Est-ce que tu penses que ça le fait? Je pense que ça le fait totalement. Ça le fait? Est-ce que tu as fini ou est-ce que tu vas finir en même temps que tu présentes ton travail? Non, là, j'ai fini là. Ah ouais, Rapaz a fini dans les temps. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00 et encore un Rapaz Cooking de plus de réussi. On fait les bails en live direct prod. Alors quand même, il faut quand même noter que c'est le premier Rapaz Cooking qu'on fait véritablement en live, non? Parce qu'on les avait prédiffusés les autres. C'est vrai que le premier, en fait, on l'avait fait d'une traite comme si c'était du live, mais on l'avait diffusé ensuite. Donc c'était un faux live, mais pour nous, c'était quand même du live. Oui, bien évidemment, parce que le stress était total et que c'était la première. Après, je pense pas qu'on ait non plus fait semblant que c'était du live pour autant. On n'est pas sur, je sais pas, random émission de radio qu'on voudrait clasher. C'est marrant parce que quand on dit ça, j'ai l'impression qu'on vise quelqu'un, tu vois. Et tout le monde peut se sentir visé à partir du moment où ils font ça, mais en fait, j'ai aucune idée de quelles émissions sont fakées en live ou pas. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et qu'on ne regardera pas, mais qu'on est quand même en live parce que voilà, tu peux toujours mettre hashtag Au Coin du Feu sur Twitter. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être qu'on va buzzer, peut-être qu'on va arriver en TT, comme disent ces jeunes millennials et ces jeunes e-girls et ces jeunes 2000. Mais je crois que je me suis un peu égaré du sujet. Pendant que Rapaz est en train de finir ses bails, je vais vous parler du mix que j'ai passé. Donc, si vous voulez, on a pu avoir du Scattle, du Carpenter Brut, du Perturbator, du Justice, il me semble au début, du Sébastien. Donc, bien évidemment, c'était très marqué français, c'était très marqué synthwave, c'était très marqué French Touch, c'était très marqué toute cette époque-là. Et en fait, si vous voulez, moi, là où je voulais en arriver conceptuellement en vous passant tous ces sons, c'est pour dire que je pense qu'on est à une époque où il y a une telle profusion dans la musique que nécessairement tout peut converger à tout moment. Et j'ai vu beaucoup de beatmakers qui utilisaient ces sons, bien sûr, un peu néo-futur, parce que pourquoi pas, même dans les circuits... excusez-moi, je me reprends la respiration. Même dans les circuits plus traditionnels, j'ai envie de dire, dans la pop, on a vu des choses arriver et une touche électro qui s'est beaucoup développée. Et je pense que ça a du sens aujourd'hui de s'arrêter, de regarder ce qui a été fait en électro et de se dire, bon, comment est-ce que ça peut nourrir ma pratique de beatmaker? En tout cas,
le beatmaking n'a jamais été un travail isolé musicalement, puisque ça a toujours été du sample, mais on a une époque où non seulement le sample fait que ça n'est pas isolé musicalement et que c'est très permissif, mais en plus tous ces outils, tous ces VST, tous ces soundkits qu'on trouve sur internet donnent vraiment une couleur nouvelle. Ce dont j'ai peur, parce que bon, je suis quand même en train de faire une dissertation en live, donc il va falloir que je fasse une conclusion avec une possible ouverture. Ce dont j'ai peur, c'est pour autant qu'on standardise trop les sons. À tous les beatmakers qui nous écoutent, c'est-à-dire peut-être 2 ou 3 personnes, eh ben sachez que c'est très important que vous gardiez votre patte. Je pense que c'est la plus importante des choses quand il s'agit de musique, de vouloir exprimer qui vous êtes le plus profondément de vous-même et de ne pas vous laisser non plus aller aux sirènes de la mode différentes. Et je pense que c'est sur ce message digne d'un shonen que je vais arrêter cette conclusion. Est-ce que Rapace, tu nous fais écouter ce que t'as fait ? Allez, tout de suite, je vous fais écouter sans plus tarder. Alors, on est sur une prod voilà, qui commence un peu assez... On arrive à la minute, je pense. Ok, ça marche. Allez. C'est parti, sur Au coin du feu. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? La deuxième partie de la prod. Oh, le retour de la première mélodie. Désolé, je me suis chauffé, je voulais pas parler. C'est trop fort, mec. Voilà. Eh ben... C'est là qu'on en est arrivé. C'est un petit peu chaotique. Je me rends compte que les mélodies sont un peu l'une au-dessus de l'autre. Il se passe des trucs comme ça, mais moi j'aime bien. Eh ben, moi personnellement, là où je voulais parler de sound design à l'origine, je vois une vraie valeur ajoutée au niveau de la musicologie même de ce morceau. Tu annonces une première mélodie comme ça, donc avec, il me semble, une deuxième en superposition qui est un peu dissonante. On sait pas trop d'où ça sort. Ça fait un peu comptine pour enfants Lando, hyper glauque et tout. Enfin, relativement glauque, on va dire. Et le sample d'après harmonise totalement. Mais comment tu vas faire à base ? Comment tu as fait ? Alors de base en fait, j'avoue, je voulais mettre la deuxième mélodie en fait dans le fond de base de la première, donc je l'avais déjà fait en calculant que ça allait aller avec la première. Mais au final, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un aspect un peu où il y avait autant des accords, mais une espèce de mélodie qui se liait dessus. En faisant exprès, par contre, je me suis rendu compte cette fois-ci qu'à chaque fois, je le mettais un peu en contretemps, ce qui fait qu'elle tombe pas sur les temps exactement la deuxième mélodie. Ce qui fait le groove. Ouais, en tout cas, ça permet, vu que, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais déjà, quand j'ai commencé à faire cette drum assez sauvage, en mode boom, cash, brut de décoffrage, je me suis dit, vas-y, bah, on va jouer ce jeu que j'aime bien jouer. Derrière, je vais mettre une mélodie qui est plutôt introspective, un petit peu tristoun. Et comme ça permet, en fait, de casser un peu le mood dans lequel tu es au début et de te prendre peut-être un peu plus comme ça, de sucer ton âme comme ça. Eh ben, écoute, moi, je trouve que c'est une prod vraiment qui est divisée en plusieurs actes, tu vois. C'est-à-dire que tu as une introduction, tu as un break
et t'as une espèce de climax dans lequel l'introduction revient sans que tu t'y attendes, parce que vraiment moi au niveau de l'oreille, pour moi on était parti sur un break avec une harmonie différente, avec une tonalité différente, et le fait que les deux fonctionnent ensemble, c'était vraiment très surprenant. Alors bien joué, parce que franchement en 1 heure pour avoir fait quelque chose, j'ai envie de dire, au niveau de la complexité du son, déjà il y a tous les mouvements, tous les trucs dont on a parlé, sérum, etc. Mais là il y a vraiment un twist musicologique, ce qu'on n'avait pas forcément sur les prods que tu avais fait avant, qui était plus sur le modèle de une loop pour poser avec des breaks et des variations. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Ce qui se passe, c'est que même si je sais pas si c'est inconscient ou pas avant, je sais qu'en tout cas j'ai toujours essayé de faire le truc en mode. Là déjà je suis pas parti du tout du même c'est peut-être ça aussi qui a créé ça, je suis pas du tout parti du même point. Avant j'avais commencé par créer les accords de base pour savoir qu'on ait un truc mélodieux. Je vais d'un côté peut-être un peu plus carré, justement en mode structuration des accords. Ensuite, une fois que j'ai les accords, je peux commencer à faire une première drum qui va amener au premier drop. Au premier drop, les accords restent, mais j'essaie de les faire varier autrement, soit en rajoutant soit en les baissant d'une octave, ou soit en mettant un autre synthé à la place. Je crois que là j'avais juste baissé d'une octave, et à ce moment-là on fait arriver un lead qui permet en fait de commencer finalement vraiment la prod avec du coup une première mélodie qui nous attrape vraiment l'esprit et qui vient se poser sur les premiers accords, mais qui sont en soi et du coup une nappe et puis une ambiance différente qui vient se perdre sur la première, qui elle-même on a essayé de la baisser pour qu'il y ait plus d'espace entre les deux et que ça fasse un esprit d'ouverture comme ça, en tout cas dans la prod à ce moment-là. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au lieu de partir sur du coup des accords qui donc font le mood et ensuite naninanana, je suis parti d'abord sur une drum et du coup mon esprit a tout de suite switché sur le truc de ok, vu que j'ai déjà une drum, il va falloir que j'essaie de faire twister l'esprit de l'auditeur pour arriver à quelque chose en fait où il s'y attendait pas forcément, même si c'est pour moi quelque chose qui se fait chez les beatmakers intelligents depuis longtemps et tout. Il y a beaucoup ce truc, moi je l'entends et c'est de ça que je m'inspire à la base. On pourra d'ailleurs à la fin de l'émission. Mais oui, mais tu sais que si tu veux faire du name dropping, c'est le moment où jamais. Je sais que tu as préparé une petite liste des beatmakers qui te parlent particulièrement. Écoute, vu que tu parles d'un aspect que tu trouves chez d'autres beatmakers, dis-nous lesquels. Alors moi premièrement, je vais pas non plus parler de beatmakers mais plutôt de producteurs, parce que moi quand j'écoutais SoundCloud au lycée, c'est vrai que j'écoutais du rap, mais en tout cas le rap qui était à la mode et tout, c'était plutôt du rap old school, que ça soit d'ailleurs, qu'on ait d'un côté Mac Miller, RIP, et de notre côté, on avait l'entourage en France. Ils étaient tous les deux dans des styles un peu old school, mais qui commençaient à venir un peu gratter ces espèces de nouvelles sonorités un peu plus modernes qu'on avait. Bah, ils étaient dans le mode, on oublie les 5 dernières années, on reprend et puis on essaie d'avancer. Voilà, c'est ça. Sauf qu'en attendant, on revient quand même avec quelque chose de nouveau. On n'essaie pas de rester dans le old school non plus. On essaie de ramener des nouveaux drum kits, des synthés beaucoup plus smooth. Et ça, j'adorais énormément pour le rap. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est quand même des gens qui, à mon avis, avec cette même mouvance de venir choper ces nouvelles possibilités qu'on avait avec des synthés plus puissants, plus performants, plus lisses, plus beaux, de faire un son nouveau, vraiment. Et dans ces beatmakers, ou en tout cas producteurs, comme je le disais au début, qui m'ont vachement inspiré, le premier que je vais citer, c'est Mr. Carmack. Mr. Carmack, alors c'est un Hawaïen, donc on va dire un Américain, mais c'est un Hawaïen, je pense que c'est important de le dire. Il est vraiment ailleurs, ce mec, il fait des prods. Encore récemment, je suis revenu, il a posé un album qui s'appelle Vista récemment, qui est incroyable. Dedans, j'ai écouté 2-3 premières tracks. La track s'appelle Sociopathe. La deuxième s'appelle, je sais plus comment, mais c'est cette prod qui m'a rappelé en fait ce qu'il faisait à l'époque. Voilà, donc il y a 5, 6, même peut-être 7 ans, quand j'écoutais à l'époque. Et c'est ce mec, du coup, pour vous dire, qui a ce truc en premier lieu, je pense, de faire des prods complètement sauvages au début, avec aucune harmonie, rien du tout. Et il avait ce truc très très fin et incroyable. Il était capable en fait d'aller chercher directement une espèce de mélodie méga simple avec une basse violente, donc on a l'impression qu'on est que sur de la trappe stupide, et petit à petit le morceau d'un coup évolue et on commence à avoir des accords super riches, des accords de jazz, des trucs la musicologie avancée, tout ça, quoi. Et en fait qui viennent amener le morceau ailleurs et complètement nous complètement fucked up la tête, et en fait d'un coup ça devient, au lieu d'être complètement brutal et sauvage et on aime quand même, ça devient mélodieux, et là on est sur le cul parce qu'en fait on s'y attendait pas du tout, et en fait on se rend compte qu'on aime aussi, mais on est toujours sur l'état de choc. Alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport au morceau que j'ai passé tout à l'heure de Alice in Wonderland High, que je t'avais déjà fait écouter chez toi sur les baffles de monitoring, on a un peu ce même esprit d'une montée avec un drop, sauf que ici ça va plutôt être un drop musicologique, quoi, un drop d'harmonie, un drop de richesse. Et c'est un peu un drop inversé, parce que finalement là où au final la drum est souvent là pour apporter le drop, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où la drum arrive qui a un côté solide qui peut s'installer dans une prod. Là à l'inverse on casse ça et c'est comme une inversion un peu du drop, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros moment très solide où finalement
on a validé depuis le début le morceau. Et finalement, au bout d'un moment, le morceau s'arrête et en fait te dit, en fait, je suis pas que ça, je suis plus que ça aussi. Ouais. Et ça, j'adore. Donc il y a vraiment ce twist aussi qui a inspiré un peu ton travail. Okay. En tout cas, au niveau de l'oreille, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. Donc je pense que même sans y penser, j'ai pas forcément pensé à Mr. Karma. C'est intéressant que ça ressorte direct, quoi. Tout est lié, quoi. Tout vous est révélé sur. Et pour la petite anecdote que j'aimerais bien. Raconter aussi, c'est que voilà, Mr. Carmack à l'époque, je l'écoutais, comme je vous dis, c'est un hawaïen, je le trouvais complètement au summum de ce qui se faisait. Et justement, moi, à l'inverse de ce que je fuyais totalement dans ce qui était en train d'arriver en France, c'était justement la trappe en France, mais qui pour moi, dans ce que je pouvais entendre, par exemple chez Caris, je sais pas si Booba y est passé, moi pour moi c'est Caris que je vois l'exemple le plus marquant, voilà. Puis il y avait aussi des Seaboy, pas encore non, Seaboy. Il y avait des gradures, voilà, des pompes d'extraction, tout ça, bon, on se souvient quoi. Ouais, c'était marrant. La sueur entre amis à l'internat comme ça quand ça fait des pompes tout ça. C'est rigolo, c'est Mr. Camerac, ça m'a fait vraiment découvrir la trappe quoi. Exact. Pour moi c'était ça la trappe. Luc qui arrive dans l'émission comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'intègre le truc. Qu'est-ce qu'il y a? Alors toi Mr. Carmack aussi t'as connu un peu? Ah ouais de ouf, genre mes premières années en festival à Gare au Rock avec les potes, c'était Mr. Camerac quoi, qu'on écoutait au coin du feu comme l'émission, t'as vu? T'as vu, tout est lié. Alors, est-ce que tu veux faire un peu plus de name dropping? Est-ce que tu veux développer sur Mr. Carmack? Moi, je voulais juste raconter ce petit truc sur Mr. Carmack. Après, on pourra continuer au mix ou continuer à discuter. En tout cas, c'était simplement pour dire que ce mec-là, que je trouvais vraiment être au summum de ce qui se faisait au niveau de la trappe, pour moi, moderne. Parce que pour moi, encore aujourd'hui, dans le rap français, on n'a pas des prods de qualité que ce que Mr. Carmack pouvait faire il y a 7 ans. Ça, c'est véridique. Oui. Bah oui. Et c'est une production industrielle aussi. Voilà. Mais ce fameux Mr. Carmack, un jour, je vais sur son SoundCloud. Et le type, je vois pas qu'il te lâche au calme un remix de Caris, le morceau Chargé. Et en mode, le mec, il a fait justement ce truc. Et donc, c'est pour ça que j'invite les curieux à aller voir ce que je viens de vous expliquer sur un morceau complètement teubé au début et le faire arriver au bout d'un moment avec des accords que tu sais pas d'où ça sort. Et ben là, c'est encore plus probant parce que le mec, il vient prendre un morceau de Caris, quoi. Et il te fait un putain de remix où je crois que t'entends juste un petit peu le refrain de Caris ou quoi. Et puis ensuite, voilà. Ça part en couille. Et ça commence avec des accords super doux et super complexes et ça t'amène ailleurs et le morceau évolue, il y a des espèces d'oscillations qui nous ramènent presque à des sons de la dubstep mais que sur des basses quand même pas non plus saturées au point de la dubstep, donc juste des petits wobbles comme ça qui viennent un peu te remener sur la 808 ou quoi, je sais rien, mais un truc incroyable, un remix du morceau Chargé de Caris par Mr. Carmack. J'invite tout le monde à aller l'écouter parce qu'il est fabuleux et moi il m'a fait complètement péter un plomb. Eh bien écoute, il est l'heure de bientôt rendre l'antenne. Merci pour cette anecdote, ce partage. Ce que je te propose, c'est que pour la rediffusion sur YouTube, je le mette directement dans la description en premier lieu, comme ça les gens pourront aller checker exactement ce dont tu parles en sortant de l'émission. Et c'est bien que tu en parles à la fin parce que du coup ça nous fait pas perdre des auditeurs tout du long. Donc intelligent le rapaz, marketing le rapaz. Et je te propose qu'on finisse tout simplement parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne à nos amis du reggae dont j'ai encore oublié l'émission. Je suis désolé les gars, c'est la street zère. Mais bref, je te propose qu'on finisse tout simplement en se réécoutant ta prod. Et puis on va passer tout de suite à l'émission d'après sur Campus FM. Le mercredi soir est chargé, qu'est-ce qu'il y a? Yes, allez, merci Luc pour tes participations et tout. Merci pour ce mixage. Yes, et merci à vous d'avoir écouté Au Coin du Feu numéro je sais pas combien avec Rapas Cooking édition 3. Drill de ouf.
Rapace.